Je reviens au diapositive numéro 1. Donc, aujourd'hui, on va voir les threads. Tout d'abord, on va faire rappel sur l'héritage multiple et les interfaces. L'héritage multiple, c'est pour avoir une classe qui hérite de plusieurs autres classes dans l'objectif d'hériter ensemble de services ou bien de méthodes et ensemble des caractéristiques ou bien attributs. D'accord? Avec Java, on ne peut pas faire l'héritage multiple d'une façon directe, comme c'était le cas avec C++. Donc, on va faire recours à l'utilisation des interfaces. Qu'est-ce qu'une interface? L'interface en Java, c'est une classe qui contient des méthodes abstraites, c'est-à-dire qui contient juste les entêtes des différentes méthodes. Une classe en Java peut implémenter plusieurs interfaces et étant d'une seule classe. Et donc, lorsqu'on va faire au niveau de notre programme l'implémentation de plusieurs interfaces, on va créer notre propre code source, notre propre logique de traitement, ou bien on va décrire notre cahier de charge et les instructions pour résoudre le problème. D'accord? Exemple là, avec l'héritage multiple. Donc, une classe, elle va étendre de la classe for et d'une façon indirecte, donc là, deux classes affichables mais sérialisables. Puisqu'il n'est pas possible d'étendre de trois classes, qu'est-ce qu'on va faire? Classe cercle extend de for et elle va implémenter le reste. Donc, impléments, affichable et sérialisable. Ensuite, on a passé au niveau de thread. Qu'est-ce qu'un thread? Thread, c'est le synonyme de tâche. Donc, c'est une exécution individuelle qui fonctionne en parallèle d'autres unités d'exécution. Contrairement à un process, un thread partage l'espace mémoire avec le programme principal. Le principe parallèle, donc là, soit plusieurs processeurs et un OS qui gère plusieurs processeurs, ou bien, lorsque nous avons un seul processeur, ceci revient à faire du time sharing ou bien du temps partagé. Donc l'OS, il va traiter ou bien il va exécuter des algorithmes d'ordonnancement, etc. sur les ressources entre les différents threads. Donc, notion de thread n'est pas nouvelle et donc elle n'est pas spécifique à Java. Elle est apparue déjà avec les différents systèmes d'exploitation, Java, Unix, etc. Et elle est déjà implémentée au niveau d'autres langages de programmation, surtout avec C et C++. Au niveau de ce diapositive, je vous donne récapitule entre les différents points ou bien sur la différence entre process et thread. On va passer maintenant à comment construire un programme qui hérite de thread. Donc là, pour décrire nos propres tâches au niveau de notre programme. La création d'une thread s'effectue via l'instanciation d'une classe thread. Donc la plateforme Java offre une classe implémentée nommée thread. Donc pour créer nos propres threads, il faut tout d'abord hériter de cette classe ou bien d'une des classes qui en héritent.
Pour spécifier le traitement de notre thread, il faut décrire le traitement dans une méthode spécifique, cette méthode appelée run. C'est une méthode équivalente à la méthode main pour un programme simple. La méthode start de la classe thread permet ainsi de démarrer le code de thread. L'invocation de la méthode start déclenche l'exécution de la méthode run. Une fois le thread est démarré, alors il va exécuter toutes les instructions de la méthode run. Exemple ou bien structure d'une classe qui hérite de thread. Donc on va écrire public class, ma classe thread, extends thread. On spécifie nos propres attributs et constructeurs et on donne par exemple un constructeur avec paramètres. Donc public, ma classe thread, liste des arguments et ensuite initialisation des différentes valeurs de nos arguments. Ensuite, on va décrire le comportement de notre méthode run. Donc, pour ce faire, je vous conseille d'écrire le code source dans un bloc de try catch. Lorsqu'il y aura erreur à l'exécution de notre thread, alors la classe qui doit être invoquée, c'est interrupt exception. D'accord? Ensuite, fin de classe. Donc, vous pouvez créer d'autres méthodes et à la fin, bien sûr, on va fermer notre code source, notre classe. Par contre, pour créer nos propres threads, il n'y a pas une seule solution, c'est-à-dire il n'y a pas que d'étendre de threads. La classe Java offre également une autre classe appelée Runnable. Donc, cette classe spécifique contient ou bien ne contient que de méthodes abstraites. C'est pour cette raison elle est spécifiée comme donc interface. Donc, on dit maintenant l'interface Runnable. Exemple d'utilisation de la classe Runnable. Classe C2 implements Runnable. Ensuite, public C2, donc au niveau de constructeur, on peut par exemple traiter égale new thread et on donne this, c'est-à-dire on va retourner l'élément courant. Ensuite, t.start. Du même principe, là, on va donner l'ensemble des instructions qui doivent être déclenchées ou bien exécutées par notre thread. Donc, elles doivent là, être englobées dans la méthode run. Avec thread, on écrit extends thread et ensuite l'élément this.start. Avec runnable, on écrit implements runnable. Ensuite, on va instancier un objet qui hérite de thread, qui prend en paramètre le constructeur l'année, qui prend en paramètre l'élément courant this. Ensuite, le traitement l'année, c'est presque le même. Donc, ou bien les instructions, même structure. Donc, on crée this.start et on décrit notre méthode run. Maintenant, on va explorer la classe thread. La classe thread contient plusieurs méthodes. Entre autres, il y a la méthode start, bien sûr la méthode run, il y a la méthode stop pour arrêter le thread, suspend
resume pour prendre le traitement, sleep pour l'arrêter d'une façon temporaire ou bien donc et après yet. L'utilité bien sûr d'utiliser des threads, surtout c'est d'avoir un traitement concurrent ou bien un traitement parallèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au niveau de notre problème, on a besoin de déclencher plusieurs tâches à la fois. Ces tâches peuvent être de même type, ou bien de même comportement. Donc, c'est clair, lorsqu'on va lancer des éléments ou bien des tâches en parallèle, il y a des ressources partagées, il y aura la problématique d'accès aux ressources. Par exemple, on va écrire sur la même variable, ou bien on va mettre à jour la valeur d'une variable, ou bien on va écrire sur le même fichier. Donc là, si on ne respecte pas le principe de producteur-consommateur, la trace d'exécution ne sera plus fiable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la solution ou bien résultat d'exécution ne donne pas le résultat souhaité. C'est quoi le principe de producteur-consommateur? Le principe de producteur-consommateur, c'est de savoir comment être sûr qu'un consommateur ne peut lire que quand le producteur a fini d'écrire. Encore, donc là, je dois être sûr que je ne vais pas lire une information ou bien une variable qui est déjà en cours d'utilisation avec d'autres traits pour garantir que la valeur que je vais lire est une valeur sûre, est une valeur correcte. Donc, comment être sûr que deux consommateurs ne lisent la même chose? Ou bien, comment être sûr qu'on va lire lorsque la tâche d'écriture a été terminée par d'autres traits? La solution, c'est quoi? La solution, c'est d'utiliser le lock, c'est-à-dire le verrou. Donc, on va verrouiller les ressources partagées et pour ce faire, on va utiliser le mot-clé synchronized. Lorsqu'on va utiliser les ressources partagées, alors on dit qu'on est en train d'exécuter ou bien on est dans une section critique. Donc, c'est un traitement critique. Donc, nous avons plusieurs traits qui vont accéder sur des ressources partagées. Donc là, nous avons un traitement critique. Ainsi, chaque thread, il doit avoir jeton, par exemple, de lecture et autre d'écriture. Pourquoi? Pour être sûr qu'un seul thread, il est en train d'écrire ou bien de modifier ou bien de mettre à jour la valeur de notre variable et que l'autre thread qui est en consommation, qui va lire la valeur, il ne va pas lire la valeur qu'après la terminaison de mise à jour de la valeur par le thread qui est accédé en premier. Donc, pour ce faire, lorsque thread souhaite lire une valeur de ressources partagées, alors il doit exécuter wait. Donc là, il va attendre la terminaison de libération de cette ressource et la personne qui est en train d'écrire, plutôt le thread qui est en train d'écrire, c'est-à-dire qui a gagné le verrou d'écriture, qui est
en train d'écrire sur notre variable, alors il doit notifier les autres lorsqu'il termine. Donc, synchronize permet de synchroniser l'accès à une partie de code ou à une méthode. On dit que deux tâches sont synchronisées, c'est-à-dire une tâche ne peut être exécutée qu'après la fin d'autres tâches. Donc, elle dépend de l'autre tâche. Exemple maintenant, code source, structure de traitement synchronisé. Donc, classe count, synchronized void ajouté, int montant. Donc, on va mettre à jour la valeur de montant. Avec ajout ou bien avec retrait. Donc, nous avons deux méthodes, synchronized void ajouté et synchronized void retiré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque par exemple que ces deux méthodes sont producteurs. Donc, elles vont passer ou bien elles vont accéder en écriture sur la ressource montant ou bien sur la variable montant. Ensuite, classe client implements runnable. Banque B, public client, banque B. Donc là, nous avons constructeur qui prend en paramètre un objet de type banque. Donc, on va initialiser notre variable this.b égale à B. Ensuite, on va instancier une nouveau thread propre au traitement courant. Donc, thread T égale new thread en this. Et ensuite, T.start, c'est-à-dire déclencher le traitement de thread courant. Et ainsi, on va déclencher le traitement de la méthode run. Dans la méthode run, nous avons quoi? Nous avons l'invocation des méthodes synchronized, de traitement synchrone. Donc, B.ajouter, autre instruction, et ensuite, on va invoquer B.retirer, par exemple, 10. D'accord? Au niveau du programme principal, par exemple, on va instancier banque, on va instancier client, et ensuite, on va instancier un autre client et on va les lancer en parallèle, les deux. Donc, comme vous remarquez, là, les deux clients utilisent là, une ressource partagée, c'est l'objet B, c'est la banque. Donc, les deux classes, elles vont accéder à la même banque, ou bien elles vont invoquer des méthodes de l'objet B. Et donc, on est dans un traitement critique. On revient aux méthodes maintenant wait et notify. Chaque objet, bien sûr de thread, qui hérite de classe thread, possède la méthode wait, notify et notify all. Dans une partie synchronisée d'un objet O, wait vise à relâcher le verrou et se met en attente. Notify réveille un thread en attente. Et Notify All réveille tous les threads en attente. Donc là, on va passer en attente, wait, on va attendre. On va passer en lecture. Donc on va attendre, on va relâcher le verrou et on se met en attente. Ensuite, lorsque le thread qui est en train d'écrire termine la mise à jour, ou bien l'écriture de dernière valeur, il va notifier
le thread qui est en attente. Donc, réveille un thread en attente. Notify all, on va réveiller tous les threads et donc le premier qui va accéder à la ressource, il va gagner le verrou. Exemple de code source, class mything, mon traitement, etc. Synchronized void wait method, donc je donne la liste des instructions, ensuite wait, ensuite on va lire la variable partagée. Synchronized void notify method, par exemple là, je vais mettre à jour la valeur partagée et ensuite je vais notifier le thread en attente. Et ici, on peut avoir d'autres méthodes synchronisées. Donc, voilà, on a terminé le cours des threads d'aujourd'hui. On va passer maintenant à la partie pratique. Donc, pour la pratique, j'ai préparé à vous un TP. Donc là, je partage avec vous l'énoncé du TP. Voilà, l'énoncé de TP est partagé. Donc, pour le premier exercice d'utilisation de thread, je vous donne le code source et je vous invite à compiler et exécuter le programme. Ensuite, modifiez le programme précédent pour que le thread utilise la propriété name de sa classe. Donc là, il y a les méthodes setName et getName de la classe thread. Vous allez invoquer les méthodes getName et setName. Ensuite, on va voir le traitement de YET. Donc, modifier le code précédent afin que les deux threads se passent la même. Donc, on va utiliser la méthode thread.yet après chaque affichage et les deux affichages doivent être alternés. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez ajouter d'autres classes, remplacer le code précédent en modifiant par exemple le temps d'attente, etc., etc. Donc, passez au travail. Et montrez-moi donc votre avancement, par exemple en partageant l'écran ou bien
en envoyant en commentaire trace d'exécution. D'accord? Allez, bon courage, hein.